Écoutez, merci d'être venu cet après-midi. Merci à François. Alors François, pour l'occasion, je vais te vous voyer, parce qu'ici on est dans le cadre HEIP, donc je ne vais pas te tutoyer comme dans les autres cadres. Puis c'est le président, surtout l'ancien président qu'on reçoit. Pour justement cet ouvrage, on va parler un petit peu de l'ouvrage sur ce que vous avez fait sur la question de l'histoire de la gauche, ses échecs, ses grandes réalisations aussi. Et puis, on va passer assez rapidement sur un sujet qui va vous intéresser, mes chers étudiantes et étudiants, c'est l'actualité internationale. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait eu quelques petits bouleversements et que peut-être qu'ici, on avait un acteur extrêmement important pour venir nous expliquer les temps qui bougent. Et en tout cas, je voulais remercier le président de la République, l'ancien président de la République, mais le seul ancien président de la République qui peut sortir de chez lui, d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci. Merci pour lui. Merci d'abord pour votre invitation. Merci de vous intéresser à ces sujets, d'abord politiques, parce que le monde est politique, on le voit bien en ce moment, et les solutions sont politiques, y compris dans notre propre pays. Et puis de vous intéresser aux relations internationales. Je ne sais pas si vous aviez anticipé ce qui allait se produire, mais aujourd'hui, on ne parle plus de la mondialisation de la même manière. Hier, il y a encore quelques années, c'était la mondialisation économique et financière qui était à l'ordre du jour. Lorsque j'ai été moi-même président de la République, vous vous souvenez, j'étais très jeune, mais quand même, donc de la finance, parce que c'était ce qui avait perturbé et sûrement bouleversé un certain nombre de réalités aux États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, c'est plus de mondialisation économique, même si elle est toujours là, c'est de la mondialisation politique, de la globalisation politique dont il est question à travers l'invasion de l'Ukraine et aussi la nouvelle attitude de Donald Trump. Alors pour rester sur peut-être le premier sujet, pourquoi s'intéresser à l'histoire de la gauche? Parce que précisément il y a une contestation, une confrontation au sein de la gauche entre deux courants qui ont toujours existé historiquement. Un courant réformiste qui veut gouverner, ou en tout cas qui aspire à faire des mouvements, des avancées, des conquêtes, des progrès, en acceptant l'exercice du pouvoir, même si ça n'a jamais été simple, et une autre gauche qui est plus radicale et qui entend attendre, historiquement ce fut la Révolution, ensuite longtemps ça a été le lien avec l'espoir de l'Union soviétique, du côté du Parti communiste, puis après ça a pris d'autres formes, l'extrême gauche et aujourd'hui la France insoumise. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir que ce qu'on pouvait avoir sous nos yeux, et vous surtout dans votre génération, ce débat entre les gauches, en fait ça remontait à une histoire très ancienne, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, dont le moment de rupture, là aussi, et de clarification, a été l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est la fin du XIXe siècle. Un capitaine est accusé injustement d'avoir trahi, et il y a toute une protestation, une mobilisation par rapport à ce qu'est l'attitude du pouvoir de l'époque, et surtout de l'armée, et également de la justice. Dans le mouvement socialiste, à l'époque, il n'y avait pas de parti. Dans le mouvement donc de la gauche, dans toute sa diversité, il y avait donc un débat de savoir si il fallait ignorer l'affaire Dreyfus, en considérant que c'était un bourgeois, un militaire, et pour certains, car l'antisémitisme était déjà bien porté, un juif, ou s'il fallait au contraire abandonner pendant un temps la grande attente de la Révolution ou de la conquête sociale pour s'intéresser prioritairement au règlement de l'affaire Dreyfus. Et c'est à ce moment-là que Jaurès, pour ça qu'il a laissé son nom à l'histoire, plaide pour que les socialistes et la gauche acceptent qu'un gouvernement bourgeois, qui va être dirigé par Waldeck-Rousseau, puisse régler, en partie d'ailleurs, l'affaire Dreyfus, quand une autre partie de la gauche, Jules Guesde, on peut se référer à toutes nos rues, hein, il y a des boulevards Jaurès, il y a des plus petites rues Guesde,
Bon, c'est parce que, d'une certaine façon, il n'avait pas forcément compris que, justement, le mouvement de l'histoire, c'était d'accepter l'exercice même d'une responsabilité, non pas au gouvernement, mais au soutien d'un gouvernement bourgeois. Puis ensuite, il y a eu toutes les divisions, le congrès de Tours, la séparation entre la SFIO et le Parti communiste, puis ensuite il y a eu les conquêtes, cartel des gauches, Front populaire, donc c'est tout ce que je veux tracer dans cette histoire. Et puis, en réalité, la gauche, elle a gouverné que très peu pendant la Troisième et la Quatrième République, des moments particuliers, et qui n'étaient pas forcément les plus glorieux. Et c'est avec la Cinquième République que la gauche peut gouverner dans la durée, et ce qui est une chance, d'une certaine façon, François Mitterrand l'avait compris avant d'autres, c'est que la Cinquième République donne de la stabilité et de la durée, même à des présidents impopulaires, mais ça donne de la durée. Alors qu'avant, sous la Troisième et sous la Quatrième République, ça revient un peu maintenant, les gouvernements pouvaient tomber. Mais à l'époque, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, la Cinquième République donnait de la durée, donne de la stabilité, donne de la profondeur, avec donc cet atout d'avoir de la durée, mais ensuite aussi cette menace, c'est d'être contesté pour soit de ne pas avoir été aussi loin, soit de ne pas avoir répondu à toutes les attentes, soit d'avoir trahi même des promesses. Donc c'est toujours le soupçon de la trahison qui l'emporte sur la reconnaissance des bienfaits de gouverner. Voilà, c'est cette histoire-là que je voulais tracer, parce qu'elle était d'ailleurs d'une grande actualité, compte tenu de ce qui se passait. J'ai fini l'écriture de ce livre au moment où Emmanuel Macron a eu l'idée de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ça a renvoyé au défi de gouverner. Est-ce que la gauche pouvait gouverner, ne pas gouverner à ce moment-là ? Elle n'était pas majoritaire, donc elle ne pouvait pas gouverner. Qu'est-ce qu'elle devait faire ? Est-ce qu'elle devait bloquer le système, renverser gouvernement après gouvernement ? Ou est-ce que les socialistes devaient ne pas censurer et laisser du temps à un gouvernement, même s'il n'était pas de notre orientation politique ? De la même manière, cette actualité-là, elle apparaît, y compris sur les affaires internationales. Il y a une gauche qui est divisée sur la question, non pas du rapport aux États-Unis, mais du rapport à l'Europe. C'est toujours la question européenne, elle a toujours traversé l'histoire de la gauche. Il y a toujours eu une gauche qui a espéré, quelquefois un peu dans l'illusion, que l'Union européenne, ou avant les États-Unis d'Europe pour certains, l'idée européenne pouvait permettre au socialisme ou à la gauche d'avoir un espace plus large et d'avoir des partenaires et inventer un continent qui serait à la pointe de la démocratie et du progrès. Et puis une autre gauche qui a jamais accepté l'idée européenne, longtemps les communistes, mais pas seulement les communistes, puis aujourd'hui la France insoumise, mais qui considère que l'Europe nous fait perdre de la liberté, nous prive d'une indépendance économique et financière, nous astreint à des règles qui sont contraignantes sur le plan de nos gestions de finances publiques. Donc ce débat-là traverse la gauche, mais aujourd'hui il traverse aussi l'ensemble du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une invasion? Ça, c'était la question qui s'était posée il y a 3 ans. Est-ce que Poutine a toutes les responsabilités, ou est-ce que les Ukrainiens n'en avaient pas une part? Moi-même, ayant négocié les accords de Minsk, je pouvais répondre. Mais à un moment, une partie de la droite, une partie de la gauche considérait que Poutine n'avait pas toutes les responsabilités, alors qu'il les avait quand même largement. Et puis aujourd'hui, c'est de savoir si, avec la prise de distance de Trump par rapport à l'Alliance Atlantique qui était elle-même condamnée par une partie de la gauche, est-ce qu'il faut faire davantage de pas vers l'Europe de la défense? Et comme c'est une intégration, ça ne plaît pas forcément à une partie de la droite, ça ne plaît pas à une partie de la gauche. Donc on va avoir, au moment même où nous affrontons une double rupture dans l'ordre du monde, ce que vous étudiez sans doute depuis plusieurs mois, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait à la fois l'acceptation
d'une forme multilatérale, les institutions internationales, l'ONU, et d'une division du monde, l'Est, l'Ouest, à l'époque, la guerre froide. Mais c'était finalement un ordre. Arrive l'effondrement du mur de Berlin, d'autres crises, notamment la crise terroriste, et puis les mouvements qui ont justifié ou qui ne devaient pas justifier des guerres. Mais en tout cas, ça n'était plus l'organisation qu'on avait connue du monde. Mais arrive la vraie première rupture, c'est-à-dire lorsque Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine, c'est la première fois qu'une puissance nucléaire envahit un pays du continent européen. Il faut se souvenir que ce n'était pas la première fois qu'une puissance nucléaire envahissait un pays. La Russie soviétique avait envahi l'Afghanistan à la fin des années 70. Mais l'Afghanistan, c'était quand même pas sur le continent européen. Là, c'était la première fois. Et c'est une rupture parce que le respect des frontières, l'intangibilité des frontières, qui était le principe fondateur quand même de l'organisation de l'après-Seconde Guerre mondiale, a été battu en brèche. Et c'était la première fois qu'une guerre aussi longue s'installait, et s'installe toujours, sur le continent européen. Et une guerre très meurtrière. On ne sait pas encore combien il y a eu de victimes, mais on peut penser qu'il y a à peu près eu 300 000 ou 400 000 victimes, morts ou blessés, dans ce conflit. Donc c'est la première fois aussi que l'Europe se sent elle-même agressée, puisque les frontières de l'Europe vont jusqu'à l'Ukraine. Donc c'est une première rupture, mais elle n'entamait pas le principe de la solidarité atlantique, c'est-à-dire du lien entre les États-Unis et l'Europe. Joe Biden accordait à l'Ukraine des aides importantes et fournissait du matériel militaire et le faisait en bonne intelligence avec les Européens. Et continuait d'assurer aux Européens, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, la garantie de leur propre sécurité. Arrive la seconde rupture, qui est non pas simplement l'élection ou la réélection de Donald Trump, mais la décision de Donald Trump de discuter directement avec l'agresseur et de traiter l'agressé, comme vous l'avez vu, c'est-à-dire avec courtoisie, élégance et amitié. Et de ne plus assurer aux Européens une sécurité automatique. Il ne s'est pas encore prononcé, par exemple, sur l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire l'automaticité de la riposte si un pays de l'Alliance Atlantique était attaqué. Et ça, c'est une rupture fondamentale, parce que on pouvait craindre une menace, on pouvait craindre une invasion telle que la Russie de Poutine l'a menée, mais on pouvait toujours se dire que nous étions collectivement, les Européens, et surtout ceux qui étaient membres de l'Alliance Atlantique, protégés. Et nous pouvions nous dire que jamais notre allié américain ne discuterait, ne négocierait avec celui que nous considérons pour un temps comme notre adversaire. Et c'est ce renversement-là qui est profondément déstabilisant pour les Européens. Peut-être moins pour la France, qui dispose de la force de dissuasion, là vous m'interrogerez peut-être là-dessus, et qui a une force militaire, même si elle n'en a pas fait l'usage sur le continent européen, mais elle a une force militaire qui lui donne, disons, la garantie qu'elle pourrait réagir à une attaque quelle qu'elle soit. Mais pour d'autres pays, comme l'Allemagne, c'est un changement profond, parce que les Allemands, ils étaient toujours convaincus que les Américains seraient toujours là. Et c'est ce qui, aujourd'hui, n'est plus automatique. Donc c'est ce mouvement-là du monde qui fait que votre génération, parce que c'est vous qui allez être les plus confrontés à ça. Je ne veux pas ici vous casser le moral, mais c'est vrai, entre le climat et ça fait beaucoup. Sans compter la crise sanitaire, vous n'avez pas eu de chance de naître à cette époque. Enfin, on ne peut pas revenir en arrière ou dire qu'on va revenir plus tard. Donc, vous êtes là, vous êtes confronté à cette situation. Et parce que vous êtes en France, vous n'êtes pas sans réponse.
C'est-à-dire que la France, elle a un rôle en Europe et dans le monde qui lui permet de faire usage de sa diplomatie, éventuellement de la force, et de disposer d'une dissuasion qui la protège. Mais ce qui est en cause, ce n'est pas simplement des territoires ou des terres rares. Ce qui est en cause, c'est est-ce que nos valeurs démocratiques vont être encore partagées. Et en Europe, puisqu'il y a des pays qui sont maintenant dirigés par des extrêmes droites qui ne considèrent plus la démocratie comme étant l'évidence, et les États-Unis, ce qui est assez, là aussi, tout à fait extravagant, puisque ce sont quand même les États-Unis qui ont été les premiers, la Révolution américaine, à poser des bases de ce qu'étaient les grands principes de la liberté, même s'ils n'ont pas forcément fait un bon usage, mais enfin des principes de liberté et de démocratie. Donc savoir qu'aux États-Unis, les valeurs sur lesquelles nous avions fondé notre alliance ne sont plus nécessairement partagées, même peuvent être disputées, c'est une question qui est quand même très troublante. Donc ce qui est en cause, c'est pas simplement de garder l'Alsace et la Lorraine, ça, je crois qu'elle n'est pas menacée, c'est de garder ce que nous sommes, quelle est notre conception de la liberté et notre démocratie. Surtout quand on sait que nous avons, nous aussi, une extrême droite qui est assez gênée en ce moment, parce que c'est pas facile d'être ami de Poutine et Trump dans la vie. Qui sont vos amis? Bon, Trump, il est pas si mal, et Poutine, bon, on peut vivre avec. C'est pas facile de défendre ça, donc elle peut être gênée, mais en même temps, elle est là, elle est puissante aussi en France, et pas simplement qu'en France. En Allemagne, vous avez vu le résultat. En Italie, elle gouverne. Donc, est-ce que nous-mêmes, en France et en Europe, on sera capable de faire le choix de la démocratie? Ce qui sera sans doute un des éléments de l'élection de 2027. Voilà, j'ai assez parlé en introduction. Je veux répondre à toutes vos questions, aux tiennes aussi. Merci. Hop, on avait dit qu'on se... Oui, mais... On se tutoie ? Non, je sais plus. Bon, merci, Monsieur le Président. On peut l'applaudir. Je voulais aussi remercier l'ensemble des équipes d'HEIP qui m'ont aidé à organiser cet événement. Et puis surtout à Pierre-Alexandre qui un matin m'a dit « Ah, ce serait une super bonne idée de faire venir Monsieur le Président François Hollande ». Donc merci d'avoir eu cette idée. Et merci à Samia qui est dans tes équipes que j'ai un peu harcelé pour que tu viennes. En tout cas, voilà. Est-ce qu'on a un troisième micro? Je ne sais pas. Non, on n'a pas. Bon, je vais faire passer la parole. Qui veut prendre la parole? Monsieur le Président, bonjour, merci d'être venu et d'interporter pour notre école. De manière assez générale, le pouvoir isole, et je voulais savoir de quelle manière, comment vous faites en sorte, quand on est au sommet de l'État, de pouvoir ressentir le terrain et de pouvoir en fait, se décrocher de cette bulle qu'on a en fait. Voilà, tout simplement. Merci. On prend plusieurs. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'avais monsieur qui était là. Bonjour Monsieur le Président et merci pour cette conférence. Ma question est la suivante. Vous qui vous intéressez à l'histoire de la gauche, après avoir mené pendant 5 ans une politique économique libérale, vous considérez aujourd'hui encore comme un angle de gauche. Merci. Quatre. Bonjour Monsieur Hollande. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Ma question est la suivante. Pour les élections législatives, en 2022, on a eu la NUPES. En 2024, on a eu la LFP. Est-ce que la prochaine étape pour les partis de gauche, ce ne serait pas de faire une coalition, mais cette fois-ci pour les élections présidentielles? Merci. Monsieur le Président, merci d'être avec nous aujourd'hui. Lors des dernières élections législatives, vous avez bénéficié de l'Union du Nouveau Front Populaire, qui vous a permis d'être candidat unique de la gauche dans votre circonscription. Cependant, de nombreuses critiques ont émergé, notamment sur les divisions internes entre le Parti Socialiste et LFI notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous referiez ce choix? Venu ici aujourd'hui, j'aimerais juste une question. Comment faire de nouveau rêver les gens avec la gauche?
Bon, alors on va prendre cette première série de politique intérieure. Est-ce que le pouvoir isole? Oui, et surtout sous la Ve République et avec un régime qui donne au président de grandes responsabilités et qui le détache de la vie parlementaire. Puisque, à la différence des démocraties voisines, le président ne vient pas devant le Parlement, ou exceptionnellement devant le Congrès réuni à Versailles, ce qui est tout à fait rare. Et donc il est d'une certaine façon sans lien, même s'il peut toujours avoir des contacts directs, mais sans lien avec ce qu'est la représentation nationale. Alors que le Premier ministre britannique ou le chancelier allemand reste député et donc agit dans le cadre parlementaire et va dans sa circonscription pour garder le lien avec le pays, pas le président. Alors, pour éviter l'isolement, pour éviter de perdre le fil, il faut qu'il y ait des partis. C'est le rôle des partis que de permettre qu'il y ait entre celui ou celle qui gouverne, qui préside, une remontée de ce que ressent l'opinion, ou des problèmes qui sont posés, ou des frustrations qui sont exprimées. Et c'est ça qui fait qu'un parti est utile dans l'opposition pour la conquête et dans la majorité pour alimenter le pouvoir. Deuxièmement, il faut que le président lui-même puisse avoir des relais dans le pays. Les relais dans le pays, c'est quand même les corps intermédiaires. Qu'est-ce qu'on appelle les corps intermédiaires? Les syndicats, les grandes associations, les forces vives, ça peut être aussi des organisations professionnelles. Il faut qu'il ait par son expérience la capacité de pouvoir à tout moment joindre ses responsables d'organisation ou les recevoir pour essayer de savoir comment sa politique passe ou ne passe pas, ou ce qui est attendu, et ce qui est aussi les crispations. Est-ce que, quand moi j'avais connu les bonnets rouges par rapport à des taxes qui pouvaient frapper des camions qui allaient notamment en Bretagne, ou les gilets jaunes, c'est-à-dire des mouvements spontanés hors de toute organisation qui surgissent, mais s'ils surgissent, c'est qu'il y a eu un manque de visibilité et un manque d'information et surtout un manque de représentation. Ça veut dire que les syndicats n'ont pas été capables de donner une forme, une traduction à la revendication. Et puis enfin, il y a le comportement personnel, c'est-à-dire que plus l'expérience d'un président avant d'être président est grande, plus il sait quand même ce qu'est ou ce qu'il ressent de l'opinion et des contacts qu'il peut multiplier. Et s'il n'en a pas, c'est ce qu'on a connu de manière inédite dans la Ve République avec Emmanuel Macron, c'est plus difficile. Être sans parti ou avec un parti évanescent et sans expérience, c'est plus compliqué pour aller chercher ce qui se passe dans le pays. Ce qui est toujours compliqué, de bien mesurer ce qui est à l'œuvre dans le pays. Sûrement, s'il avait eu ces éléments d'information, il n'aurait pas dissous l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les sondages qui donnent des informations, c'est la compréhension de ce qu'est l'attente du pays. Alors ensuite, la gauche, c'est la question qui est posée, est-ce qu'on mène une politique de gauche quand on est au pouvoir et qu'on est socialiste? C'est toute la question du livre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une politique de gauche? C'est à la fois des promesses, des engagements dans l'éducation, pour la santé, pour la fiscalité, pour l'égalité entre les citoyennes et les citoyens, mais qui est confronté à la réalité. Il se trouve, par exemple, pour ce qui me concerne, parce que j'ai compris que la question me concernait, pour ce qui me concerne, moi j'étais confronté à une réalité qui n'était pas forcément celle qui m'était la plus agréable. D'abord le chômage. La première, aujourd'hui, ce n'est pas forcément la priorité. Vous voyez, quand on fait des sondages précisément sur quelles sont les premières préoccupations des Français, ce n'est pas le chômage. C'est-à-dire, ça sera peut-être demain le chômage. Mais je ne veux pas vous accabler, parce que si en plus vous avez le chômage, alors là... Bon, moi j'avais le chômage, et donc il fallait absolument trouver des solutions, des propositions, des éléments pour faire baisser cette fameuse courbe du chômage. Puis ensuite, il y avait le terrorisme islamiste qui nous avait frappés, et qui nous frappait.
Alors on peut dire, oui, mais d'accord, mais c'était pas prévu dans le programme, j'ai pas de réponse. Ah si, vous êtes là, il faut agir. Et vous prenez pas forcément des lois qui vous font, enfin, qui étaient les éléments pour vous essentiels. Et le temps qu'on passe sur 3 lois en matière de lutte contre le terrorisme, une loi sur le renseignement et l'état d'urgence, ça vous fait perdre du temps pour faire autre chose. Et puis enfin, il y a ce qui est possible et ce qui est parfois impossible. Donc, mais impossible pour un temps. Mais possible, il faut aller jusqu'au bout. Alors après, on peut faire le bilan. Mais l'enjeu, c'est gouverner ou ne pas gouverner. C'est plus facile de ne pas gouverner. On ne prend pas de risque. On a toujours raison. Et pour gouverner, il faut être majoritaire. Ça rejoint la 3e question. Comment être majoritaire dans un pays qui n'est pas à gauche au-delà de 30 à 35% du corps électoral? Parce qu'on peut toujours dire qu'on veut faire une politique de gauche, mais enfin, il faut quand même qu'il y ait des gens de gauche pour vous élire, pour vous accompagner, pour vous faire confiance. Et donc, pour arriver à être élu président de la République, ce qui n'est pas si simple. La preuve, c'est qu'on n'a été que 2 socialistes à y parvenir. Depuis 1950, enfin, disons, depuis 1965. Et donc, il faut à la fois être au second tour. Si on ne l'est pas, bah, on ne peut pas être élu. Hein, il y a c'est comme si on passe son billet. On ne peut pas gagner. Et deuxièmement, au second tour, même face à l'extrême droite, c'est ça qui est nouveau, même face à l'extrême droite, il faut être en capacité d'avoir des gens qui n'ont pas voté pour vous au premier tour et qui vont le faire au second tour, soit pour faire un barrage, soit parce qu'ils pensent que vous êtes quand même préférable. Et c'est ça l'enjeu. Alors, est-ce qu'il faut une coalition permettant un candidat unique? Ce serait l'idéal. Mais pour avoir un candidat unique, au-delà de savoir lequel, il faut avoir un programme unique. Ce qui n'est pas le cas. On peut avoir un programme pour les législatives, ce qui a été pour le nouveau Front populaire, mais il n'y a pas un programme unique. Et quand je vous disais les divisions qui existent sur des questions aussi majeures que l'Europe, l'international, et d'une manière générale la conception du monde, ce qui explique que LFI, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, sera, lui ou un autre, candidat au titre de cette famille, ce qui n'est pas condamnable. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une candidature qui puisse exister pour, elle, chercher à être au second tour et avoir non seulement le rassemblement de toute la gauche, mais au-delà, d'avoir la capacité à convaincre une partie de l'électorat. Et c'est ça le nouveau vote utile. Le vote utile en 2022, qui a bénéficié d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon, c'était un vote utile pour éviter que l'extrême droite soit au second tour et pour qu'il y ait quelqu'un quand même de gauche, même si on pensait qu'il serait battu, pour qu'il puisse faire naître un débat qui ressemble à ce qui était traditionnellement le clivage classique de la Ve République, la gauche et la droite. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément agréable à constater, on pense que l'extrême droite sera de toute façon au second tour. Et qu'on peut même penser qu'elle est aujourd'hui en position de gagner l'élection présidentielle. Sauf s'il se passe des choses, il va s'en passer quand même, heureusement, ou malheureusement, pendant 2 ans. Et c'est le combat politique aussi. Mais donc, souvent on a dit être au second tour, devant l'extrême droite, Marine Le Pen, c'était l'assurance de gagner. Je ne crois plus du tout. Donc le vote utile, ça va être se dire, est-ce que je vote dès le premier tour pour un candidat ou une candidate de gauche, au mieux, ça peut être aussi de centre-droit, c'est ce qui va être dit par d'autres, pour que je m'assure que ce candidat ou cette candidate puisse gagner au second tour. Alors, dans l'idéal, c'est vrai qu'il vaudrait mieux, puisque vous m'interrogez sur le programme du nouveau Front populaire, il vaudrait mieux qu'il y ait un programme qui puisse être travaillé en amont, c'est-à-dire avant 2027, pour qu'au moins une partie de la gauche se retrouve sur ce programme, pour savoir qu'est-ce que l'on ferait, parce que c'est toujours la même question. C'est pas un programme pour simplement avancer des idées ou pour faire des proclamations. Un programme, c'est fait, qu'est-ce que je ferais si je gouvernais en ce moment ?
C'est ça l'enjeu. Alors aujourd'hui, il y aura un président de gauche, car il n'y a pas un président de gauche, vous avez compris ça aussi. Donc il y aurait un président de gauche, qu'est-ce qu'il ferait en ce moment face à une situation internationale comme celle-là? C'est ça qu'on doit dire. Est-ce qu'il ferait un effort de défense supplémentaire? Sûrement, pas forcément de manière d'ailleurs excessive, parce que je ne crois pas que ce soit le besoin principal. Il faut augmenter encore notre dépense de défense, mais il faut surtout que ce soit les autres, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, qui fassent l'effort et qu'on se coordonne pour travailler ensemble. Mais on ne le ferait pas au détriment des politiques sociales ou des politiques éducatives. C'est ça qui est en cause. Est-ce qu'on ferait une politique européenne? Oui, il faudrait faire une politique européenne. Et faire une politique européenne, c'est accepter des compromis. Toujours des compromis. Parce qu'ils ne pensent pas tous comme nous. Moi, quand je suis arrivé au Conseil européen, donc en 2012, il y avait 28 pays, il n'y avait que 3 socialistes, dont un en Belgique, bon, et puis un autre à ce moment-là en Grèce, puisqu'il y a eu Tsipras qui est venu. 3 sur 28. Vous ne faites pas forcément un accord politique facilement. Donc il faut faire des compromis. Moi, je les ai faits avec Merkel, y compris pour la Grèce. Donc c'est ça, il faut se préparer à être aux responsabilités. Et on ne fait pas tout ce qu'on veut aux responsabilités. Alors, dernier point, qu'est-ce qu'on peut faire pour rêver? Il faut faire rêver, je suis d'accord. Hein. Il faut donner une part d'utopie. C'est aussi ça le débat des deux gauches. On a besoin, bien sûr, d'une gauche qui gouverne, accepte la réalité, mais on a aussi besoin d'une gauche qui n'est pas forcément une gauche politique, qui est une gauche sociale, qui est une gauche populaire, qui est une gauche qui quelquefois peut être une gauche sociétale aussi, qui fait bouger les choses, qui est en avance. On n'aurait pas fait le mariage pour tous s'il n'y avait pas eu avant de gagner l'élection de 2012, parce que on l'a gagné quand même, l'élection, qu'il y a eu le mariage pour tous, s'il n'y avait pas eu avant des mouvements qui s'étaient battus pour cette évolution. Donc il faut aussi qu'il y ait une part d'utopie. Aujourd'hui, l'utopie, je dirais que c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut faire de la planète, premier élément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, au-delà de tout ce qui se passe en ce moment, on puisse garder le principe de vie sur cette planète. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme harmonie pour vivre ensemble, et qu'est-ce qu'on peut changer dans l'ordre social? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la mobilité sociale, c'est-à-dire le fait de la réussite pour tous, puisse être proposée? Et donc c'est ça, une part d'utopie. Alors on ne va pas toujours aussi loin qu'on voudrait, mais si on n'a pas la perspective, si on n'a pas le projet, c'est finalement un programme, c'est pas... Je crois que ça a été une des erreurs des gauches, d'ailleurs, depuis longtemps. C'est pas une addition de revendications. C'est pas plus. Quelle est ma vision de ce que va être la France? Qu'est-ce que je veux faire de la France dans 10 ans, dans 15 ans, même quand je ne serai plus au pouvoir? Qu'est-ce que je veux en faire? Où je veux vous emmener? C'est ça qui fait la grandeur de la politique. C'est pas de dire je vais simplement augmenter tel ou tel impôt ou diminuer telle ou telle contrainte. Non, la politique, c'est plus que ça. Après, on peut mettre des propositions. Il faut que ça s'inscrive dans une vision, et c'est ça que, je crois, permet de rêver. Alors, le rêve, le problème du rêve, c'est qu'on se réveille. Et il y avait une chanson de Nougaro qui m'a poursuivi longtemps, quand j'étais président, justement, c'est quand le vilain mari tue le prince charmant. Eh bien, le vilain mari, c'est celui qui a été élu, et le prince charmant, c'est celui qui était candidat. Et du jour où vous devenez élu, les yeux changent. Le rêve se dissipe et on veut vous prendre au collet, ce qui est légitime en démocratie. Et vous dire maintenant, il faut aller le plus loin possible. Alors, il ne faut pas espérer de retirer toujours gloire et suffrage. Il faut espérer simplement laisser sa trace et faire évoluer le pays. Alors, on prend une deuxième série de questions. Allez, je vais aller sur le côté gauche de l'Assemblée. Bonjour Monsieur le Président. Au regard du discours d'Emmanuel Macron du 5 mars sur le réarmement, comment évaluez-vous cette orientation stratégique? Pensez-vous que cette posture pourrait être perçue par Vladimir Poutine comme une escalade, et quelles en seraient selon vous les risques, les implications pour la sécurité européenne? Merci.
Bonjour Monsieur le Président, merci d'être venu dans notre école. Pour faire une Europe de la défense, certes la défense est une compétence des États, ne pensez-vous pas qu'il faut justement une Europe fédérale comme elle était pensée pour l'être initialement? Merci. Camarades, vous avez mentionné l'état assez critique du monde aujourd'hui, et vous avez même, tout de même connu durant votre mandat des événements terribles. Je parle notamment des attentats de 2015. Alors, ma question est donc pratiquement double. D'abord, au regard du comportement de M. Trump avec ses amis, faudrait-il envisager une sortie de l'OTAN au profit d'une défense européenne renforcée? Et au regard de la situation catastrophique que traversent certains États africains, et du fait que la France est quasiment disparue militairement, notamment de ce continent, alors qu'elle y était omniprésente il y a 50 ans, pensez-vous qu'un interventionnisme militaire français serait raisonnable, particulièrement dans le cas d'une demande de certains de ces États, je pense par exemple au Sénégal ou encore à la Côte d'Ivoire, ou faut-il continuer de quitter progressivement ce continent? Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président, merci d'abord pour vos questions et votre présence. J'avais une question, vous avez parlé à l'instant de la logique de compromis essentielle pour avancer à plusieurs. Aujourd'hui on se retrouve avec une population française diamétralement opposée, qui réfute de parler du même sujet que d'autres investis, et on est justement, je pense, très loin de cette logique de compromis. Comment arriver à redynamiser cette logique et comment feriez-vous, vous qui avez connu peut-être des situations comme celle-ci, pour insuffler un nouveau souffle et peut-être trouver une nouvelle dynamique? Alors, j'en ai deux par là. À une heure où la politique internationale est pour le moins troublée et que les Européens semblent se rendre compte, un peu trop tard à mon sens, que les Américains sont davantage nos rivaux que nos alliés, pensez-vous que cela pourrait amener un sursaut européen et que, sous votre mandat en l'occurrence, mais ça pourrait être encore plus avant, que ce sursaut européen aurait dû avoir lieu il y a de cela bien longtemps? Merci. Bonjour Monsieur le Président. J'aimerais vous demander comment le fait de gouverner un pays a-t-il changé votre vision du monde et particulièrement de la politique? Bonjour Monsieur le Président et merci pour cette conférence tout à fait intéressante. J'avais une question. Vous avez dit en début de conférence que la Ve République permet une durée dans le temps pour un président et un groupe majoritaire. Et justement, ne vous pensez-vous pas que cette question dans le temps pourrait être un risque ou une menace pour le maintien de notre Ve République? Monsieur le Président, merci pour votre venue. En 2016, suite aux attentats islamistes sur notre territoire national, vous avez décidé de reconstituer la garde nationale. Aujourd'hui, en vue des différents déficits sécuritaires en Europe, en vue de la volonté actuelle de renforcer les effectifs de notre armée, et surtout en vue des forts problèmes de recrutement que nous rencontrons, pensez-vous que le retour du service militaire serait souhaitable? Et est-ce que nous devrions suivre le modèle suisse? On va arrêter là parce que là, ça va vous... ça va vous déprimer, là. Après, on reviendra. Donc, j'ai amené les uniformes et les matériels et vous allez partir en rang serré tout à l'heure. Alors, première question. Est-ce que, lorsque le président évoque le réarmement nécessaire d'ailleurs de l'Europe et l'effort qu'il faut consentir, pas simplement en France, et je dirais peut-être moins en France qu'ailleurs, et exalte la valeur patriotique, ce qui n'est pas non plus condamnable, est-ce que ça impressionne Vladimir Poutine, à votre avis? Non. Pourquoi? Parce que ce que respecte Vladimir Poutine, c'est bien sûr la force. Et de ce point de vue, il faut avoir une armée et une capacité d'action. Mais ce qu'il mesure, c'est toujours est-ce que mon partenaire, mon adversaire, mon interlocuteur est capable d'user de la force ou pas? C'est ça son raisonnement. J'ai eu affaire donc à Vladimir Poutine à plusieurs reprises, et notamment sur le dossier ukrainien. Il est toujours dans une espèce de mesure, de test, de savoir si on est prêt à user ou pas user de la force. Donc c'est pas en additionnant des dépenses les unes les autres et en disant on va avoir des équipements extrêmement sophistiqués qui parfois doivent être néanmoins accumulés,
c'est pas ça qui va l'impressionner. Ce qui va l'impressionner, c'est de se dire, attention, ils peuvent utiliser eux aussi la force. C'est pas dire qu'on veut nous-mêmes aller vers une politique belliqueuse, mais c'est ça qu'il doit comprendre. Donc, Poutine, quand il a compris que les Européens, et surtout les Américains, au moment où son allié Bachar el-Assad avait utilisé les armes chimiques en 2013, qu'il n'y avait pas eu de réaction par rapport à cet acte qui était une violation d'une convention internationale qui paraissait installée depuis toujours, notamment depuis la Première Guerre mondiale. Lorsqu'il a compris qu'en prenant la Crimée, il n'y avait pas de réaction à la hauteur de ce qui était quand même la première violation du droit et notamment du respect des frontières, alors il avance. Et lorsque les Ukrainiens courageusement ont réagi à l'invasion, il a été obligé de consentir des reculs et il a après géré le temps. Est-ce qu'on a aidé suffisamment les Ukrainiens? Non. Et les Français, peut-être encore moins que d'autres. Est-ce qu'on leur a donné les armes nécessaires pour non seulement résister, mais reconquérir? Non. Et c'est maintenant qu'il est trop tard pour ça, sûrement. Donc, pour rester sur la première question, ce que Poutine va essayer de voir, c'est si les Européens, non seulement sont capables de dépenser de l'argent, ça, il sait qu'ils sont capables de dépenser de l'argent, mais est-ce qu'ils sont capables, à un moment, de faire usage de leurs armes, ou en tout cas de menacer de le faire? Sur l'Europe de la défense, bon, ça a été très bien rappelé, initialement, lorsque l'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a cherché à se former, elle avait pensé, c'était pas une mauvaise intuition, que c'était à travers une armée européenne qu'on pouvait le faire. Donc c'était le traité de la CED, que vous avez sans doute appris. Et la France a refusé le traité de la CED. C'était un gouvernement de gauche, d'ailleurs c'était Pierre Mendès France qui a refusé parce qu'il y avait l'idée de la perte de l'indépendance nationale et de l'intégration dans une force qui n'était pas une force européenne, mais qui était une force américaine, en réalité. Alors, comme on n'a pas commencé par la défense, on a fait autre chose, et autrement. Et ça a été l'économie, le monétaire, la concurrence, etc. Une autre orientation européenne. Quand on ne fait pas du régalien, c'est-à-dire de la sécurité et de la défense, on fait ce qui peut faire avancer ou pas l'économie. Bon. Aujourd'hui, l'Europe, elle est à 27. Elle n'est plus à 7, à 8, à 10, 12 de pays occidentaux qui avaient à peu près les mêmes attitudes par rapport notamment à la démocratie, aux valeurs et puis aussi aux liens avec les États-Unis. L'Europe, elle est à 27, et en plus, le pays qui a le plus de capacités militaires, au-delà de la Pologne, c'est le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Europe à 27. Donc je ne crois pas que ce soit l'Europe à 27 qui va faire l'Europe de la défense. Elle peut trouver des financements pour l'Europe de la défense. Ça va être une coalition de pays qui vont se mettre ensemble pour organiser, au sein de l'Alliance Atlantique, je vais y revenir, au sein de l'OTAN, donc, qui vont organiser le pilier européen. Quand on fait la somme des moyens militaires de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Pologne, on est bien supérieur aux moyens militaires de la Russie. Alors, est-ce que ça doit se faire dans l'OTAN ou pas dans l'OTAN? Aucun pays européen n'imagine sa défense en dehors de l'OTAN. Et si la France se mettait à dire, écoutez, on quitte tous l'OTAN et on va faire une petite organisation à part, on serait tout seul. Ce qui est fâcheux pour assurer la sécurité de tous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'OTAN? C'est pas que les pays européens vont la quitter, ils ne quitteront pas l'OTAN. C'est est-ce que les États-Unis de Donald Trump sont encore prêts à assurer leurs obligations dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord? L'obligation, c'est de dire que si la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, la Suède est attaquée par la Russie, est-ce que tous les pays, dont les États-Unis, réagissent militairement pour défendre ce pays? Ce qui n'était pas le cas de l'Ukraine, puisque l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN. Et ça, il faut qu'on demande assez rapidement à Trump
dire est-ce que vous assurez que vous êtes toujours dans l'OTAN? S'il nous disait, je ne pense pas qu'il ira jusque-là, enfin avec lui, il faut quand même se préparer à tout, s'il nous disait, ben non, je ne suis plus dans l'OTAN, débrouillez-vous, c'est votre propre sécurité qui est en cause, bon là, sûrement que ça accélérerait la mutation de l'Europe. Parce qu'il y a encore des pays européens qui même s'ils voient bien ce qui se passe avec l'éloignement de Trump, veulent ne pas rompre avec les États-Unis. Donc ça va dépendre, l'avenir de l'OTAN dépend de la décision de Trump de rester ou pas. Mon hypothèse, c'est qu'il va rester et qu'il va dire qu'il ne finance plus. Parce que vous avez remarqué que pour lui, c'est toujours une affaire d'argent. Donc il va dire, voilà, je peux assurer des obligations, mais je ne paierai plus. C'est vous qui paierez. Alors, il ne va pas nous demander encore de prendre des minéraux rares en France, on n'en a pas beaucoup, mais c'est une affaire d'argent. Payez votre propre sécurité et on sera là. Il va demander aussi à chaque pays européen de dire, si vous voulez être protégé par nous, il va falloir que vous achetiez du matériel militaire américain. Et c'est ça la difficulté. Comment faire un pilier européen de défense sans avoir une majorité de matériel qui sont fabriqués en Europe. Il y a une question qui a été posée sur l'Afrique. Ça, c'est un grand recul pour la France ces dernières années, d'avoir été écarté d'un continent, certes, qui n'avait pas regardé la France toujours de bonne manière compte tenu de la colonisation, mais qui avait avec la France un lien culturel, francophone, et un lien même amical, lié aussi au courant migratoire. Et là, on n'a pas vu que les Russes et les Chinois avaient déstabilisé une partie de l'Afrique de l'Ouest, même une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, à leur avantage, et provoqué des réflexes anti-français. Peut-être qui ont été exploités compte tenu de la maladresse avec lesquelles on s'est comporté. Enfin, après 2017. Mais quand même, avoir, comme je l'ai décidé moi-même, envoyer les soldats français pour lutter contre le terrorisme islamiste au Mali, puis ensuite au Burkina Faso, au Niger, dans l'opération Barkhane, et être écarté comme nous l'avons été, c'est quand même une douleur que je ressens. De la même manière, l'indifférence du monde à l'égard de ce qui se passe au Soudan, en République démocratique du Congo, alors qu'il y a des massacres tous les jours, c'est aussi une douleur. Et avec des violations du droit aussi graves que celles qui se passent en Ukraine, et avec d'ailleurs des Russes qui sont présents dans tous ces conflits-là. Donc l'Afrique, c'est pas simplement parce qu'on y a été dans le passé qu'on aurait une responsabilité. Bien sûr que ça fait partie du raisonnement. Mais parce que c'est le continent voisin, parce que c'est le continent qui connaît un certain nombre de crises et avec une paupérisation d'une partie de la population aggravée encore par les conséquences du climat. Donc voilà, nous devons retrouver la confiance d'une partie des Africains. Une question sur le compromis. Oui, le compromis, qu'est-ce qu'on peut faire je l'ai dit, au niveau européen, c'est la logique. Le compromis, il faut toujours l'assurer. C'est long, le compromis. En France, comment on peut faire dans une assemblée qui est aussi fragmentée pour trouver le compromis? Je pense que le compromis, c'est pas simplement la non-censure. On vous laisse gouverner, mais on reste dans l'opposition. Le compromis, c'est de respecter un certain nombre de lignes et de mobiliser des partis qui peuvent ne pas être dans la majorité et qui doivent rester dans l'opposition sur un enjeu essentiel. Est-ce que le gouvernement actuel, le président de la République, vont prendre des initiatives pour associer toutes les familles politiques, je veux dire sans exclusive, là on ne peut pas faire le détail, pour donner les informations sur la situation internationale et éventuellement sur les décisions à prendre. C'est une logique de compromis. De la même manière, puisqu'il y a une négociation qui a été rouverte sur les retraites, si on dit, ben voilà, c'est pas de chance pour la négociation, mais maintenant il faut augmenter notre effort de défense, il faut que vous travailliez plus, je crains qu'il y ait quelques problèmes de compréhension entre les partenaires sociaux et le pays. Le compromis, c'est quand même de faire que
la France continue d'avancer, continue de faire des choix, même si on est dans cette situation internationale. Le sursaut européen, oui, il a mis longtemps avant d'apparaître. Pourquoi il a mis longtemps? Parce que quand moi-même ou la France, nous disions attention dans les conseils européens, ce qui se passe en Syrie, c'est extrêmement grave, ça va avoir des conséquences. Ce qui se passe en Afrique, ça nous concerne directement. Il y avait une espèce non pas d'indifférence, mais ce n'était pas le problème de l'Europe. Or, le problème de l'Europe, c'est le monde. On ne peut pas vivre comme ça en cercle fermé. Le monde, il frappe à la porte toujours. Par l'immigration, il frappe à la porte par la guerre, il frappe à la porte par les crises, etc. Donc, oui, les Européens ont mis très longtemps à comprendre que le parapluie américain n'était plus aussi ouvert que par le passé. Est-ce que si Biden ou si Kamala Harris avait été élu, il y aurait eu une politique différente? Oui. Oui, mais quand même, à un moment ou à un autre, les États-Unis auraient considéré qu'ils n'avaient pas à payer pour notre sécurité. Donc il fallait de toute façon, là ça se fait dans les pires conditions et avec des risques sérieux pour l'Ukraine, mais il fallait de toute façon qu'il y ait un moment de vérité. Sur qu'est-ce que j'ai appris en ayant gouverné? D'abord, c'est vrai que quand on accède à un niveau de responsabilité, la présidence de la République, il y a des choses que l'on sait, des choses que l'on découvre peut-être, en tout cas que l'on n'avait pas forcément perçues de la même manière. Et ce qu'on découvre, c'est que les rapports de force sont quand même les éléments essentiels d'une politique internationale. Qu'on a des partenaires qui ne sont pas forcément faciles et des adversaires qui sont résolus. Donc c'est ça qu'on apprend. L'idée un peu naïve qui peut saisir certains, qu'on arrivera par une séduction, par une diplomatie habile, par des arguments rationnels, à convaincre des interlocuteurs qui de toute façon vous veulent du mal ou veulent du mal à d'autres, ça c'est une illusion. Il faut un moment, c'est ça qu'on apprend, il faut à un moment être décidé à faire du mal à ceux qui font du mal. Et ça va pas de soi. Par principe, on est plutôt gentil. Bon, il y a quelques-uns qui le sont moins que d'autres, mais il ne s'agit pas de devenir méchant. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de ne pas être naïf. De ne pas penser que, finalement, la diplomatie, c'est des tapes dans le dos et des mains sur la cuisse. Non, ça ne marche pas comme ça. Avec Trump, moi, je n'aurais pas fait ça. La main sur la cuisse. La main sur la cuisse, non. Dans les deux sens, hein, je veux dire. Je ne me serais pas permis et je ne l'aurais pas autorisé. Donc voilà. Mais non, je veux dire par là, même avec Poutine, on peut se dire, tiens, on va passer une bonne soirée. Et peut-être que dans la sympathie, il va renoncer à ses intentions. Non. Il faut montrer que la diplomatie, c'est d'abord un rapport de force. La bonne négociation, c'est celle que vous avez pu établir après un rapport de force. Le malheur pour Zelensky, c'est qu'il n'a plus de rapport de force. Quand Trump lui dit « t'as pas les cartes », voilà, il lui dit très brutalement qu'en plus, il lui donnera aucun joker. Donc la négociation, elle ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. C'est ça qui est grave dans ce qu'a fait Trump. C'est qu'il fallait donner, il faut toujours donner à ceux qu'on veut soutenir les cartes. Or, il les a données à Poutine. Le temps, oui, est-ce que ça va être finalement la même Ve République? Est-ce que les présidents auront à l'avenir, ça c'est vous qui le saurez, est-ce que les présidents auront à l'avenir des majorités à l'Assemblée nationale, comme ça a été le cas mécaniquement jusqu'à hier? Je ne crois pas forcément. Parce qu'il n'y a pas de parti suffisamment fort, même de coalition suffisamment large pour assurer cette majorité, et surtout si on changeait le mode de scrutin. Donc voilà pourquoi ça sera peut-être une autre Ve République, c'est-à-dire un président qui sera un peu plus en hauteur et qui laissera un gouvernement travailler en faisant des compromis. Alors après le service militaire, pour rester sur...
Et oui, bonne remarque. J'avais donc, au moment des attentats, créé la garde nationale qui permettait d'avoir des supplétifs, j'allais dire, des volontaires qui venaient pour remplir un certain nombre de missions de manière limitée. Hein. On ne peut pas demander à des volontaires de remplacer les forces de sécurité, mais qui venaient donner un appui et qui apprenaient aussi, se formaient au maniement d'un certain nombre d'armes. Aujourd'hui, si on faisait un discours en disant voilà, l'esprit patriotique doit nous conduire à rétablir le service militaire, je pense que ça inquiéterait quand même beaucoup de gens. Parce que ça voudrait dire qu'on commence à former des contingents pour un éventuel conflit. Et je ne crois pas non plus que ce soit la bonne solution. D'abord parce que qu'est-ce qu'on ferait de 600 000 conscrits? Où on les mettrait, comment on les entraînerait, quels moyens militaires on serait obligé de consacrer à ça. Non, ce qu'il faut, c'est sans doute élargir le nombre peut-être de personnels qui vont être professionnels pendant un temps, parce que être soldat, c'est être professionnel. Quand j'ai envoyé des soldats au Mali, on en parlait tout à l'heure, c'était des jeunes qui avaient 20 ans, 22 ans. Et qui avaient fait le choix des armes pour un temps, mais qui avaient compris qu'un jour, peut-être, ils seraient envoyés dans une opération, et qui s'entraînaient en conséquence. Il faut bien mesurer ce que c'est que la guerre. Donc, pour ça, il faut des professionnels. Longtemps, moi, j'ai pensé, dans un monde paisible, qu'on pouvait garder la conscription, c'est-à-dire le service militaire, pour d'autres raisons que des raisons militaires, pour des raisons d'intégration, d'insertion, de partage, de vie en commun. Mais là, on a besoin de militaires qui sont peut-être demain des soldats qui vont aller garantir la sécurité de l'Ukraine. Donc on ne doit pas, à mon avis, mobiliser une génération, on doit former des jeunes à devenir militaires. Ce qui n'empêche pas des formes volontaires, parce qu'il y a aussi des tâches qui peuvent être remplies par des volontaires, mais plutôt dans des actions de soutien. Donc rassurez-vous, si tant est que vous étiez peut-être décidé à être soldat aussi, moi j'ai fait mon service militaire, mais c'était dans un tout autre contexte. Et c'est souvent une forme un peu, ça viendra, vous allez voir, au moment de l'élection présidentielle, les gens qui demanderont le rétablissement du service militaire, tout en sachant que ce n'est pas possible. Parce que ça coûte très cher. Et je vous ai dit, ça mobilisait, et puis ça n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'un nombre, on a besoin d'efficacité. Et pour former un soldat, il faut du temps. Bon, dernière question, puis après, on va être obligé de... Un temps de dédicace ou de selfie ou pas du tout? Oui, on prend 3-4 questions là, et puis après... 3-4 questions, puis après on fera quelques photos. Allez, je te vois devant. Monsieur le Président, bonjour. Une question d'enseignant, ça va se voir, je suis depuis quelques années. Je remonte au débat d'entre-deux tours face à Nicolas Sarkozy, la fameuse anaphore. Ma question est, quelle est la part de l'improvisation et de la préparation dans un débat comme celui-là? Et comment vous êtes-vous préparé à affronter un tel animal politique? Merci. Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre visite. J'aimerais vous poser une question d'ordre géopolitique. En effet, on parle beaucoup de la situation en Ukraine, des États-Unis, mais j'aimerais vous poser une question sur la situation et la stratégie que vous envisagez au niveau de la zone de l'Asie-Pacifique, en particulier que ce soit la relation avec la Chine, avec l'Inde, mais aussi les positions qu'on pourrait avoir avec Taïwan. Savoir un petit peu quelle serait la position d'un président de gauche par rapport à ces sujets. Je vous remercie. Merci pour cette excellente question sur Taïwan. On va en prendre deux dernières sur Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup de votre venue à l'école. Emmanuel Macron a été votre ministre de l'économie pendant votre quinquennat avant de vous succéder à la tête de l'État. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il a un petit peu trahi l'esprit du projet politique que vous avez porté? Merci. Bonjour. Est-ce qu'on ne sont pas un peu bloqués en Ukraine? Je vous explique. On est là, on agit d'un point de vue symbolique. Et c'est super parce qu'on dit que l'histoire est cyclique. On a quand même retenu nos erreurs. On ne peut pas jeter
le Donbass, comme on a sacrifié les Sudètes en 1938 par exemple. Mais aussi d'un point de vue pragmatique, en débloquant, enfin, je crois que c'était 800 millions qui ont été annoncés par Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'on envisage vraiment de gagner cette guerre? Est-ce qu'un traité de paix actuel n'arrangerait pas les Européens, entre guillemets? Merci. J'en prends une dernière. Allez-y, monsieur. Bonjour Monsieur le Président, merci de votre venue. J'ai écouté votre interview avec Gaspard G récemment sur le mandat du 13 novembre. Et j'aimerais savoir comment, en tant que président, on arrive à rester calme, à prendre une bonne décision, peut-être qu'on regrette après, dans un moment où nos propres concitoyens sont en train de se faire assassiner. Je parle vraiment du moment, entre le moment où vous étiez au Stade de France et celui où vous avez pu prendre les décisions, notamment avec les ministres de l'Intérieur. Merci beaucoup. Bon, le débat présidentiel, d'abord, même s'il a une intensité toujours dramatique, parfois comique aussi, ne change pas le résultat d'une élection présidentielle. Il est un élément qui va conforter une tendance qui ne va pas l'inverser. Il n'y a pas eu de débat présidentiel, là je parle de la France, il n'y a pas eu de débat présidentiel qui était pour celui qui a gagné ou celui qui a perdu, un débat qui a fait la décision. Dans le débat avec Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'on retient toujours d'un débat une scène. Giscard, le monopole du cœur qu'il a lancé à Mitterrand, et Mitterrand se vengeant 7 ans après en disant vous êtes l'homme du passif, puisqu'il avait été traité d'homme du passé. Et c'est vrai que du débat avec Nicolas Sarkozy, il m'en veut encore, il reste cet anaphore. Bon. Moi président. C'est à la fois totalement improvisé et en même temps qui a été rodé et répété dans des réunions, dans des meetings. Je veux dire par là, la question qui m'est posée, c'est, alors, vous, président, qu'est-ce que vous feriez de différent de Nicolas Sarkozy? Et c'est ce qui me permet de faire l'anaphore que je n'avais pas prévu. Moi, président, moi, président, moi, président. Et ce qui fait la force de ce moment, c'est qu'il est interminable. Et c'est là que ça se joue. C'est-à-dire, si à un moment, je n'ai plus rien à dire, puisque Nicolas Sarkozy se tait, il peut dire, bon, c'est fini, vous n'en avez pas d'autres. Il peut renverser. Mais comme je continue, parce que j'en trouvais quand même des différences avec Nicolas Sarkozy, c'est ça qui rend... mais néanmoins, dans tous les meetings, je disais, voilà ce que je vais faire, président de la République, voilà ce que je ferai, voilà ce que je ferai. Comment je l'avais préparé? Il y avait donc un député qui avait joué Nicolas Sarkozy. C'était qui? Guillaume Bachelet. Ah, Guillaume. Et je dois dire qu'il le jouait à la perfection. Il le jouait même dans l'intonation, il le jouait dans les arguments. Et donc quand j'ai été devant le vrai Nicolas Sarkozy, il était en dessous de celui que j'avais eu comme interlocuteur, parce qu'il s'était, lui, le collègue, il s'était vraiment bien préparé. Si vous voyez Guillaume Bachelet, vous verrez qu'il est un peu différent de Nicolas. Oui. Donc il a fait un gros boulot. Mais il a fait un travail. Et c'est vrai que ça m'a aidé. Il faut avoir... c'est pas ça qui a fait l'anaphore. Mais en tout cas, retenez que rien n'est vraiment improvisé et tout est improvisé. Les deux sont vrais. La bonne improvisation, c'est celle qui a été travaillée et qui vient à un moment inopiné. C'était un moment inopiné. Alors on passe à un autre sujet sur la Chine et Taïwan. Ce qui est clair, c'est que du dénouement de l'affaire ukrainienne dépendra beaucoup le sort de Taïwan. Tout le calcul de Donald Trump, parce que au-delà de ses provocations, de ses libertés par rapport à la vérité, il y a quand même une idée, une stratégie. Il pense, lui, qu'il peut dissocier la Russie de la Chine. Qu'il peut, en réglant
avec Poutine le sort de l'Ukraine, se mobiliser davantage contre la Chine, à la fois sur le plan économique, commercial, et même par rapport à Taïwan. Et c'est ça l'erreur qu'il commet. L'alliance entre la Chine et la Russie, c'est une alliance de fer. Et rien ne la dissociera. Et donc, il peut penser qu'il va faire un troc avec Poutine, puisqu'il fait toujours des trocs. Mais Poutine, une fois qu'il aura eu son gain, il ne va pas pour autant lâcher la Chine. Et il se souviendra même de ce que la Chine a fait pour approvisionner la Russie malgré les sanctions et fournir un certain nombre de matériel. Est-ce que ça veut dire que Taïwan est demain menacé? Ça dépend aussi de ce que Trump est prêt à faire comme menace et comme usage de la force. Et donc Xi Jinping, le président chinois, qui là pour l'instant est dans une réaction économique et commerciale, il va essayer de savoir si Trump manie la force verbale ou peut manier la force militaire. Or, tout le calcul, là aussi, de Trump, c'est de dire « je n'ai pas besoin de faire la guerre, je n'ai pas besoin de faire l'usage des armes, ma seule puissance, ma seule voix, ma seule provocation provoque une telle sidération qu'il n'y a même pas besoin d'agir. Les gens se conforment déjà à ce que je souhaite. » C'est un peu le discours ahurissant qu'il fait sur Gaza. C'est-à-dire qu'il se dit, c'est tellement sidérant ce qu'il dit sur Gaza que de toute façon, on finit par trouver des solutions qu'on n'avait même pas imaginées pour répondre à cette provocation. Donc c'est ça qu'il est son point de faiblesse et que la Chine va essayer de bien identifier, c'est est-ce qu'il est prêt à engager la force ou pas sur la question de Taïwan. Alors nous, je pense que la position de la France, c'est toujours de considérer que Taïwan fait partie de la Chine, mais que Taïwan ne doit pas être conquis militairement. Est-ce que Macron a trahi? Oui, je réponds oui. Oui, parce que quand je l'avais nommé, c'était pas pour prendre ma place. Bon, mais c'est pas ça qui moi, me paraissait le plus grave. La vie politique, elle est faite toujours de conflits, de successions. Ça fait partie, non pas du jeu, mais ça fait partie des hypothèses. Ce qui compte, c'est est-ce que, c'est pas la personne que l'on trahit, c'est est-ce que le message politique qui était le nôtre, est-ce que la gauche, telle qu'elle était quand elle gouvernait, a été finalement prolongé par Macron? Non. Et beaucoup d'électeurs de bonne foi, premier tour en tout cas de 2017, pensaient que c'était une forme de suite, un peu corrigée, un peu rajeunie, c'est pas agréable pour moi, mais c'est vrai, un peu plus libérale si on veut, même si pour certains ça l'était déjà. Donc, mais non, il a d'une certaine façon, il s'est éloigné et il a détruit aussi ce qui avait quand même été le soutien qui lui avait été apporté par le Parti socialiste et par la gauche. Alors ensuite, quelle paix pour l'Ukraine qu'est-ce qu'on peut envisager? Et donc là, ça fait référence aux accords de Minsk de 2015. Qu'est-ce que peuvent espérer les Ukrainiens? Les Ukrainiens, ils ne peuvent pas renoncer au Donbass et aux territoires qui ont été conquis. Ça ne veut pas dire qu'ils imaginent qu'ils vont les reprendre, mais ils ne peuvent pas avaliser le fait que c'est devenu des territoires russes. Les accords de Minsk, même s'il y avait déjà eu la prise de la Crimée et d'une partie du Donbass par les séparatistes, les accords de Minsk maintenaient peut-être fictivement l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc l'espoir d'un retour vers l'unité de l'Ukraine. Deuxièmement, ce que espèrent les Ukrainiens, c'est que si c'est un traité de paix, c'est que ça arrête non seulement la guerre, ça s'appelle un cessez-le-feu, mais que ça empêche toute nouvelle incursion de la Russie en Ukraine. Et s'ils n'ont pas cette garantie, qu'ils n'avaient pas d'ailleurs
après Minsk, puisqu'on n'avait pas disposé de forces militaires en Ukraine et qu'on n'avait pas donné la garantie d'une sécurité, puisque l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN, et qu'en plus, on n'a pas soutenu, au-delà des armes qu'on a livrées, des aides qu'on a données, on n'a pas soutenu militairement l'Ukraine, au sens de participation militaire, et je crois qu'on a bien fait. Mais je pense que là, les Ukrainiens, qu'est-ce que c'est qu'un bon accord de paix? C'est un accord de paix qui garantit la paix. Si c'est pour simplement ce qui va être la stratégie de Poutine, un conflit gelé, c'est voilà, j'ai déjà pris ce que j'avais à prendre et j'attends quelques années pour prendre le reste. Peut-être même en déstabilisant l'Ukraine et en faisant en sorte qu'un président ukrainien puisse revenir à une relation privilégiée avec la Russie. Donc c'est ça qui va être tout à fait en cause. Et la manière avec laquelle Trump a abandonné Zelensky et a donné des gages à Poutine fait que ça sera difficile pour les Ukrainiens d'atteindre ces objectifs. Sauf si nous-mêmes, nous continuons à armer les Ukrainiens et nous continuons à dire que nous voulons leur donner des garanties de sécurité. Alors après, dernière question, quand il se produit un attentat, et celui du 13 novembre était parmi les plus graves, parce que c'était une attaque d'ampleur qui nous était faite, qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où ça s'est produit, parce que j'étais au Stade de France? C'est toujours la même question. Est-ce que c'est un acte isolé qui arrive? Ça, c'est la première réaction, puisque je savais assez vite qu'il y avait eu un mort aux abords du Stade de France. Ou est-ce que ça va être une opération d'envergure? Et jusqu'à quand elle va durer? Et la question qui est posée, c'est quand on doit prendre une décision et quand on doit évoquer la décision, parler aux Français. Prendre la décision, c'était assez tôt dans la nuit. C'était de déclarer l'état d'urgence, c'était d'autoriser un assaut contre les preneurs d'otages, et c'était de chercher les terroristes. Et parler, il faut parler quand on a à la fois toutes les informations, et quand on pense qu'on en a terminé avec l'opération telle qu'elle était prévue, et qu'on doit essayer d'éviter qu'elle se poursuive. Et c'est pour ça que j'ai parlé très tard, à minuit et demi, cette nuit-là, ce qui n'est quand même pas très commun, et qu'il faut parler à ce moment-là en étant ferme, pour rassurer, et en étant en compassion et humain. C'est toute la difficulté. Si on laisse passer trop d'émotions, le risque, c'est la faiblesse. Comment être sûr que le président va nous garantir notre sécurité si lui-même est en doute? Si on ne montre aucune émotion et qu'on est impassible devant le drame, la détresse et l'horreur, mais qu'est-ce qu'on est alors dans une démocratie? Donc c'est ça l'alliage qu'il faut essayer de créer dans ces instants-là. À quoi pense-t-on? On pense, hein, je vous rassure, on pense à une chose: quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter? Jusqu'où ça va aller? Et c'est ça qui m'a habité pendant pas simplement le temps de la nuit, mais au lendemain et sur le lendemain. Et même après, puisqu'il y a eu d'autres attentats après, d'être toujours sur ses gardes et d'avoir toujours la crainte qu'on aille de nouveau être confronté à une attaque. Celle du 13 novembre était une attaque néanmoins d'une ampleur et avec une organisation qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'on avait connu avant et tout ce qu'on a connu après, puisqu'il y avait l'État islamique qui l'organisait. C'est pour ça que, là aussi, est-ce qu'on se prépare à être président? D'une certaine façon, oui. Mais ce qui est quand même toujours, finalement, la grandeur de la politique, c'est que ce sont les circonstances qui vous font président. C'est ça qui va, à un moment, faire que vous allez être à la hauteur ou pas. Et il vaut mieux être à la hauteur. Je dis ça pour l'avenir. Merci à tous. Merci à vous.